C'est un monde un peu étrange, insoupçonné, mais qui semble pourtant curieusement familier. Sa surface rappelle les paysages de la Terre. Canyons spectaculaires, déserts arides, paysages colorés, falaises vertigineuses et jungles impénétrables. D'inquiétantes et innombrables créatures peuplent cet univers. Des centaines, des milliers de petites bêtes. Cette planète abrite plus de 100 000 milliards d'habitants. On pourrait penser qu'elle se trouve à des années-lumière de la Terre, perdue au fin fond de l'univers. Et pourtant, elle n'est pas très éloignée. Elle est même toute proche. Et cette planète, c'est vous. Nos yeux nous informent sur le monde qui nous entoure. Ils nous permettent de voir de quoi il est constitué. Et nous faisons partie de ce monde. Nous nous voyons comme des personnes, des individus. Et si nous n'étions pas ce que nous pensons être? Si nous étions autre chose, quelque chose de très différent? Car 90% des cellules de notre corps ne sont pas d'origine humaine. Nous ne sommes pas seulement des personnes uniques. Nous sommes de véritables écosystèmes. Chaque être humain est un univers à lui tout seul. Un habitat composé d'une multitude de niches écologiques. La surface de cette planète Homme est peuplée d'une prodigieuse variété de formes de vie. 2 petits mètres carrés de peau seulement recouvrent notre corps. Mais il y a plus de microbes sur cette toute petite surface que d'êtres humains sur la Terre. Notre peau accueille plus de 1000 espèces de bactéries différentes. Cette population bactérienne est propre à chacun d'entre nous. La génétique n'est pas la seule chose qui distingue les individus les uns des autres. En tant qu'écosystème, nous sommes uniques au monde.
La nuit, beaucoup d'animaux s'éveillent. Les habitants de la planète Homme sont eux aussi très actifs dans l'obscurité. On en sait encore très peu sur ce monde invisible. Les chercheurs ne cessent de découvrir de nouvelles espèces. Dans la jungle de nos cils et de nos sourcils se cachent de curieuses créatures. Les acariens d'Eumodex vivent sur les follicules pileux. Ils se nourrissent de sébum et de cellules de peau morte. Ils attendent la nuit pour se déplacer d'un poil à l'autre. Ils mesurent moins d'un demi-millimètre et sont difficilement visibles à l'œil nu. Ils vivent pourtant sur chacun de nous et leur nombre s'accroît avec l'âge. Généralement, ils sont totalement inoffensifs. Ce qui n'est pas le cas de tous nos habitants. Autrefois, nous hébergions des espèces bien plus variées. Les boutiques vendaient du tissu couleur puce, une teinte supposée cacher ces indésirables parasites. On portait aussi des peaux de zibeline, destinées à les maintenir à distance de la peau. Certains arboraient même parfois d'élégants pièges à puces. À l'époque baroque, la puce est devenue un personnage littéraire, avec des connotations souvent érotiques. On raconte qu'au début du XVIIe siècle, un jeune galant français en aurait attrapé une sur sa bien-aimée. Il l'aurait enfermée dans un reliquaire qu'il portait autour de son cou. Chaque jour, il la nourrissait avec son propre sang. Les liens entre les deux amants en étaient ainsi renforcés. Aujourd'hui, nos parasites ne sont plus une source d'amusement. Sauf dans le dernier cirque de puces d'Europe. Robert Birk en est le directeur. Il a appris à chacune de ses artistes un numéro particulier. Celle-ci maîtrise parfaitement l'art du jonglage. Et cette autre est une buteuse hors pair. Les puces sont des sportives de haut niveau. Elles peuvent soulever 30 fois leur poids et sauter à 100 fois leur hauteur. Robert Birk prend soin de ces minuscules vedettes. Quand elles sont fatiguées, il les pose sur son bras pour qu'elles puissent se nourrir de son sang. Mais la plupart des habitants de la planète Homme ne sont pas soumis à notre bon vouloir. Et ce, pour une raison simple. Généralement, nous ignorons leur présence.
du moins tant que l'équilibre entre les organismes utiles et nuisibles est maintenu. Cet équilibre est ce qui détermine notre état de santé. Il est extrêmement délicat. Le moindre changement peut avoir un effet dramatique. Une bactérie d'un millième de milliardième de gramme est capable de tuer un homme de 100 kilos. Mais pour cela, elle doit d'abord nous envahir et se multiplier. Et ce n'est pas facile. Partout sur la planète Homme, les activités microbiennes nocives sont combattues. Les intrus affrontent un système de défense qui comporte plusieurs niveaux. Pour commencer, la peau est une barrière impénétrable pour beaucoup d'entre eux. Cela tient surtout à la structure des cellules de l'épiderme. Elles forment une couche cornée qui protège des invasions. En plus de cette barrière physique, des substances chimiques produites par les glandes couvrent la peau d'une fine couche d'acide. Celle-ci empêche la plupart des indésirables de s'installer. Pour certains visiteurs, ce film acide est instantanément mortel. D'autres survivent, mais ne parviennent pas à s'implanter. L'environnement acide favorise la population résidente. Les glandes de la peau ne sont pas les seules à défendre la planète Homme. Les bactéries résidentes contribuent aussi à produire le milieu acide dans lequel elles prospèrent. Ce système fonctionne si bien qu'en temps normal, il n'y a pas de place pour les nouveaux venus. Le corps a une autre façon de s'assurer que les bactéries résidentes gardent le contrôle. Des particules de peau se détachent continuellement, emportant avec elles leurs millions d'occupants microbiens. Et pour ceux qui parviennent à rester en place, ceux-ci signent leur arrêt de mort. Le savon et le shampoing enrobent les particules de saleté et les bactéries. Elles sont alors détachées de la peau et emportées. Le rituel de la douche quotidienne laisse de vastes espaces dégagés à la surface de la planète Homme.
Ce sont autant de nouveaux territoires potentiels pour les bactéries colonisatrices. Après la toilette, le pH de la peau n'est plus acide, mais alcalin. Pour les non-résidents, c'est le moment idéal pour essayer de gagner du terrain. Mais ils n'y parviennent que si les bactéries résidentes mettent trop longtemps à recoloniser les espaces vacants. C'est un cercle vertueux. En se développant, ces bactéries créent l'environnement acide qui facilite leur épanouissement. Si la peau est repeuplée suffisamment vite, les organismes étrangers ont du mal à la coloniser. Pour rester en bonne santé, nous devons donc avoir sur notre peau la bonne proportion de certaines bactéries permanentes. La composition de cette flore bactérienne varie d'une personne à l'autre. On a recensé environ 1000 espèces de microbes qui peuvent coloniser l'intérieur de la bouche humaine. Mais chacun de nous n'en héberge qu'une centaine dans sa bouche à un instant donné. Notre ménagerie personnelle dépend beaucoup de nos habitudes et de notre mode de vie. Parfois, la planète Homme ne peut pas attendre que ses habitants permanents se soient réorganisés. Quand les défenses de surface sont percées, un plan d'urgence se déclenche immédiatement. La rapidité est essentielle. Le corps est désormais exposé à des formes de vie capables de le détruire. Les cellules du tissu endommagé libèrent des hormones. Celles-ci accroissent le flux sanguin et font augmenter la température locale. Cette chaleur stimule l'activité des globules blancs. Ils se mettent à absorber les visiteurs indésirables. Il existe différents types de globules blancs pour répondre aux différents types d'agresseurs. Malgré leur allure pataude, les globules blancs sont très mobiles. Et pour renforcer leur efficacité, ils possèdent des sortes de bras pour capturer les intrus. Cette forme de défense simple mais efficace se rencontre chez la plupart des animaux.
Les globules blancs communiquent lorsqu'ils travaillent. Ils émettent en permanence des messages chimiques spécifiques pour appeler des renforts. Dès qu'ils ont digéré les agents pathogènes, ils établissent un autre canal de communication. Selon la composition chimique des intrus qu'ils rencontrent, les globules blancs produisent à leur surface un profil moléculaire. Cela permet aux autres cellules du système immunitaire d'identifier les envahisseurs. Cette information déclenche l'intervention de forces défensives plus spécialisées. Elles peuvent s'attaquer aux assaillants en ciblant leurs points faibles. Il faut parfois des jours avant que cette défense sur mesure soit à son maximum d'efficacité. Mais si le système immunitaire a déjà rencontré un envahisseur par le passé, il réagit beaucoup plus vite. Le corps s'en prend même à ses propres cellules si elles sont contaminées. Leur destruction empêche l'infection de se propager. Mais que se passe-t-il à l'endroit où la peau a été percée? Pour commencer, le vaisseau sectionné se contracte pour réduire le flux sanguin. Autour de la blessure, des protéines réagissent avec les agents coagulants du sang. Cela fait s'agréger les plaquettes sanguines. La plupart des petites coupures cessent de saigner en 1 à 3 minutes. Puis la coagulation proprement dite commence. Une réaction en chaîne complexe, où interviennent 17 protéines, forme un réseau serré de filaments de fibrine. Au bout de 6 à 10 minutes, la blessure est obstruée par un caillot sanguin. Ces brins de fibrine sont 1000 fois plus fins qu'un cheveu. Ils sont cependant très élastiques. Ils peuvent s'étirer sur 4 fois leur longueur sans casser. À l'extérieur, une croûte vient protéger la blessure. La structure du caillot sanguin sert de matrice à la régénération du tissu. Le réseau de fibrine est peu à peu remplacé par des fibres de collagène. Il faut 2 jours aux couches supérieures de la peau pour se reconstruire. Au cours des mois suivants, le tissu continue à se modifier jusqu'à ce qu'il soit complètement réparé et que les tissus conjonctifs et les nerfs soient restaurés. Malgré son incroyable capacité à s'auto-réparer, le corps est en état d'alerte permanent. Il mène un combat sans fin contre des microbes capables de le paralyser, l'intoxiquer, l'affamer, l'étouffer ou le vider de son sang. Une guerre souvent insoupçonnée fait rage à l'intérieur de chacun de nous.
Et cet affrontement commence dès la naissance. Après 9 mois dans l'environnement stérile de l'utérus, nous commençons à nous faire coloniser à l'instant même où nous venons au monde. Et cette cohabitation avec des formes de vie étrangères dure toute notre vie. En traversant les voies génitales maternelles, puis lors des premiers contacts avec le monde extérieur, nous récoltons un premier lot de bactéries. Bizarrement, notre organisme les reçoit à bras ouverts. Pour les accueillir, nous supprimons la réponse immunitaire de nos cellules intestinales. Quand nous naissons par voie naturelle, notre flore bactérienne nous est transmise essentiellement par notre mère. Seules quelques régions de la planète Homme doivent rester inhabitées. Le cerveau, la vessie et les poumons. Toutes les autres niches sont occupées par des microbes. Mais pourquoi ces envahisseurs nous trouvent-ils autant à leur goût? Nous sommes très forts pour nous procurer des aliments riches en énergie. En nous nourrissant, nous nourrissons aussi près de 2 kilos de micro-organismes étrangers. La plupart de nos pensionnaires profitent directement de cet apport en énergie. Ils prélèvent leur part à chaque étape de la digestion. Mais leur présence nous est aussi bénéfique. Les bactéries nous apportent des substances essentielles. Elles nous aident à digérer les sucres, l'amidon et la cellulose. Les nombreuses opportunités que nous offrons attirent constamment de nouvelles formes de vie bactérienne. Beaucoup peuvent perturber le fonctionnement de notre corps. Et certaines sont même capables de le détruire. Les salmonelles, par exemple, peuvent provoquer une intoxication mortelle. On les trouve le plus souvent dans les reptiles et les oiseaux. Elles peuvent passer dans notre tube digestif par le biais d'une coquille d'œuf. Les salmonelles possèdent une arme secrète. Des structures creuses en forme d'aiguille leur servent à percer la paroi de nos cellules. Elles y injectent des substances messagères
qui reprogramment nos défenses immunitaires. Elles peuvent ainsi nous coloniser plus facilement. Les envahisseurs nuisibles et les microbes utiles sont souvent de proches cousins. Escherichia coli est une bactérie qui nous aide à digérer les sucres et qui synthétise aussi la vitamine K, essentielle à la coagulation du sang. Mais certaines souches de cette bactérie produisent de puissantes toxines à l'origine de maladies mortelles. Heureusement, bien souvent l'invasion échoue pour une raison simple. Toutes les niches sont déjà occupées. Peu adaptables, les bactéries ne survivent pas longtemps s'il n'y a pas de place pour elles. Le corps humain se défend en occupant tout le terrain. C'est une forme de défense qu'on appelle résistance à la colonisation. Certains intrus sont directement attaqués par la population résidente. Les bactéries Helicobacter pylori vivent dans notre estomac. Elles ont mauvaise réputation car elles sont impliquées dans les cancers gastriques. Mais elles peuvent aussi nous être utiles. Quand des intrus tentent de s'installer, certaines commettent des attentats suicides. Elles s'autodigèrent et libèrent des toxines qui détruisent les indésirables. Ces bactéries hélicoïdales nous accompagnent depuis des milliers d'années. Elles jouent sans doute un rôle important dans notre santé, mais nous ignorons exactement lequel. Nos minuscules locataires ne décident pas seulement de notre sort individuel. Certains ont marqué l'histoire. En 1812, lancé à la conquête de l'Europe, Napoléon a entamé la campagne de Russie. Il a envoyé 600 000 hommes contre l'empire du Tsar. L'entreprise s'est soldée par un désastre humanitaire. Et les petits habitants de la planète Homme ont joué un rôle majeur dans cette défaite. Dans leur pactage, les troupes transportaient un ennemi mortel, le pou de corps. C'est une des raisons pour laquelle beaucoup de soldats ne sont jamais revenus de Russie. Ces poux sont porteurs de la bactérie Rickettsia, responsable du typhus. Le terrible hiver russe a permis aux poux de trouver facilement de nouveaux hôtes. Les hommes se protégeaient du froid avec tout ce qu'ils trouvaient. On a récemment découvert une fosse commune près de Vilnius, en Lituanie. Les analyses ADN ont montré qu'un tiers des soldats inhumés étaient morts de maladies transmises par les poux de corps. Sur les 600 000 hommes de la Grande Armée, moins d'un tiers sont rentrés chez eux. Ce n'était pas la première fois que nos microscopiques pensionnaires changeaient le cours de l'histoire. L'un d'eux a même bouleversé l'ordre social au Moyen Âge.
Les rats abritent de nombreux parasites, dont des puces. Celles-ci ne sont pas exigeantes sur le choix de leur hôte. Quand elles le peuvent, elles passent de l'animal à l'homme. Et les occasions ne manquaient pas dans l'Europe médiévale. En piquant, les puces transmettaient une bactérie mortelle, Yersinia pestis. Pour ne pas être attaquées par le système immunitaire, ces bactéries pénètrent dans nos cellules et s'y multiplient. Elles finissent par envahir les organes et le sang. Elles ont notamment pour effet d'inhiber la coagulation sanguine. La maladie peut prendre une forme pulmonaire ou cutanée. Le contact avec un malade conduit presque sûrement à la contamination et à la mort. Au milieu du XIVe siècle, la peste noire a tué au moins un tiers de la population européenne. Plus de 20 millions de personnes. Les conséquences de cette épidémie ont marqué la fin du Moyen Âge. Le dépeuplement de vastes régions a profondément transformé la structure de la société. Les terres ont été redistribuées et le prix de la main-d'œuvre a augmenté. Même le monopole absolu de l'Église sur le savoir a été brisé à jamais. Les rats sont longtemps restés associés à la mort et à la putréfaction. Mais cette idée a fini par disparaître de notre mémoire collective. Aujourd'hui, nos envahisseurs les plus redoutables empruntent une autre voie. Voici l'animal le plus dangereux du monde. Il provoque la mort de plus d'1 million de personnes chaque année. La femelle du moustique anophèle a besoin de sang pour nourrir ses œufs. Si sa victime précédente avait le paludisme, les parasites de cette maladie se trouvent désormais en elle. Et ils sont injectés dans un nouvel hôte. Ils se déplacent dans le sang jusqu'à trouver le bon endroit pour se multiplier. Ils s'y cachent ensuite pendant des mois, parfois des années. Les symptômes n'apparaissent que lorsque les parasites devenus matures pénètrent dans les globules rouges. Là, ils peuvent achever leur développement. À l'étape suivante de leur cycle de vie, ils font éclater les globules rouges infectés. Les toxines libérées provoquent les poussées de fièvre typiques de la maladie. Après 2 à 4 semaines, une nouvelle génération de parasites du paludisme est prête à contaminer une autre victime. Et elle quitte la planète Homme pour retourner aux moustiques.
Pourtant, la plupart de nos visiteurs viennent en paix. Beaucoup atterrissent sur nous par accident. Vus de près, les pollens des plantes présentent des formes extraordinaires. Au printemps et en été, l'air en est rempli. Les particules de pollen sont microscopiques, de 10 à 100 micromètres. Elles peuvent s'infiltrer partout. Les plantes les produisent en abondance afin de s'assurer que quelques-unes au moins atterriront à l'endroit souhaité. Si elles se posent sur la planète Homme, il ne se passe normalement rien de spécial. Le corps ne réagit en effet qu'à une menace potentielle. Les grains de pollen sont traités comme des poussières inoffensives. Le mucus qui tapisse nos narines les évacue. Notre système immunitaire a pour mission de combattre toutes sortes de créatures effrayantes. Sans ce mécanisme de défense, l'espèce humaine n'aurait jamais survécu. Le risque de rencontrer l'une de ces hideuses créatures est très faible, surtout quand on vit en Europe ou en Amérique du Nord. Mais notre corps est programmé pour affronter toute une variété d'intrus. Il lui arrive de réagir de façon excessive. Les grains de pollen sont alors traités comme des attaquants mortels. Quantité d'organismes étrangers exploitent nos fonctions vitales. Certains sont permanents et partagent nos repas. Pour d'autres, l'univers humain n'est qu'une étape dans leur voyage. Quelques-uns nous rendent plus performants, d'autres peuvent nous tuer. La planète Homme est un système d'interaction complexe et infiniment changeante. Dans ce système, chacun peut être le parasite d'un autre. Nous abritons des nématodes, qui abritent des bactéries, qui abritent à leur tour des bactériophages. L'examen de cet écosystème microscopique fait apparaître un monde étrange et totalement nouveau. Ce bactériophage mesure 200 millionièmes de millimètre. On dirait un module lunaire plus qu'un être vivant. Il est sur le point d'atterrir sur un Escherichia coli. En comparaison, celui-ci paraît gigantesque. Le bactériophage injecte son ADN dans la bactérie et réussit le tour de force
de la transformer en fabrique de bactériophages, afin de la détruire. Cette faculté lui vaut un intérêt croissant des immunologues. À l'heure où les bactéries sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques, les bactériophages pourraient constituer une nouvelle arme contre les infections. Les richesses de l'écosystème humain n'intéressent pas que les chercheurs. Elles stimulent aussi la créativité des artistes. Avec l'aide du technicien de laboratoire Eric Schopf, Sonia Boimel a imaginé une façon unique de visualiser la surface invisible du corps. Elle se sert d'une boîte de pétri géante comme d'une toile, et les bactéries présentes sur sa peau font office de peinture. Au bout de quelques jours, un paysage extraordinaire se dessine. Le reflet des différents êtres vivants qui peuplaient son corps à un moment précis. Si étrange que cela paraisse, c'est le symbole d'une nouvelle vision de nous-mêmes. Cette boîte de pétri grandeur nature est comme un miroir magique. Elle révèle notre véritable identité biologique. Nous commençons à peine à comprendre le fonctionnement de cette remarquable symbiose. Chacun de nous est une mosaïque unique de formes de vie, toutes interconnectées de multiples façons. Nous ne pouvons survivre qu'en partenariat avec ces organismes étrangers. Sans eux, même la plus élémentaire forme d'existence humaine serait impossible. Il nous reste beaucoup à apprendre sur cette facette inconnue de nous-mêmes. Quand nous connaîtrons chaque habitant de la planète Homme, alors seulement nous saurons qui nous sommes vraiment.